Eh bien, bonjour. Je crois qu'on va enchaîner maintenant. On va enchaîner avec le vélo et la montagne. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord remercier Montanéa de nous accueillir dans cette version digitale de son événement Le Film. Voilà, je me présente, Emmanuel Graveau, je suis le rédacteur en chef du magazine Outdoor Expert, qui est le média de l'économie des sports de montagne et d'outdoor. Alors, il y a 5 ans, nous avons créé l'Outdoor Expert Forum, avec le soutien de différents partenaires, dont OSV, Système D, le pôle Sport Nature du ministère des Sports. Voilà, c'est un colloque qui se tient tous les ans à Chambéry, et c'est, pourrait-on dire, un lieu de co-réflexion sur l'évolution des sports outdoor et du tourisme en montagne. Voilà, j'ai noté la petite phrase de Priscilla dans la table ronde précédente qui disait que tout se croise, et effectivement, c'est le constat que nous avions fait, que le milieu a encore été très organisé par silos, et qu'il était nécessaire de créer un lieu d'échange où chacun puisse effectivement avoir une vision un peu transversale et de briser cette organisation très verticale. Donc voilà, et donc aujourd'hui il est difficile de parler d'outdoor et de montagne sans parler de vélo, que ce soit sur la route, sur les chemins, avec ou sans assistance électrique. On voit que le vélo tient une place de plus en plus importante dans la destination montagne. Donc, on va se demander quel est son réel potentiel, qui sont les pratiquants, quelles sont leurs attentes. Et c'est ce que nous allons essayer de décrypter pendant cette heure avec nos 4 invités, que je remercie de leur présence. Tout le monde est sur scène, donc la technologie a bien fonctionné. Voilà, donc bravo à Fitorprod. Donc, Julie Royer, bonjour, vous êtes directrice de la Haute Route, donc qui est une société… Ouais, bonjour. Voilà, c'est bon, le message, ça passe. Donc, la Haute Route, une société d'organisation d'épreuves cyclosportives, et vous êtes basé à Lausanne. À côté de vous, sur la droite, sur votre écran, Paul Durville. Alors, vous êtes responsable communication et marketing de la Specialized. Bonjour. Voilà. Vincent Azout. Bonjour. Bonjour. Vous intervenez, vous, à double titre, à la fois comme organisateur d'un événement bien connu qui est la MB Race, que vous présidez, et également comme détaillant en tant que gérant d'un grand magasin de vélo, Culture Vélo, à Salanches. Donc vous êtes en prise directe aussi avec le marché. Et Francis, bonjour. Francis Thiessinger, donc vous êtes responsable du tourisme montagne à la CCI de Grenoble, et également en charge d'animer la filière vélo en Isère, qui est particulièrement dynamique, il me semble. Bonjour. Donc, alors, vélo de route, vélo de montagne, mountain bike ou VTT. Nous allons commencer par parler effectivement du vélo de route avec vous, Julie. Voilà, avec la Haute Route, qui est un événement qui a été fondé il y a presque 10 ans maintenant, et qui aujourd'hui organise de nombreuses épreuves d'une durée de 3 à 7 jours, si je m'abuse, à travers le monde, voilà, jusqu'aux États-Unis, au Brésil, etc. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a commencé l'histoire de la Haute Route avec la Haute Route des Alpes en 2011. Donc, on fête les 10 ans de l'événement l'été prochain. Et vous êtes basé à Lausanne, donc? Exactement, on est basé en Suisse. Alors, j'ai la chance d'être au bureau et non pas à la maison, parce que les règles sont un petit peu différentes ici. Donc, on est basé en Suisse, ouais. Oui, à Lausanne, les magasins sont encore ouverts. En partie. Alors, mais bon, l'histoire de la Haute Route a commencé dans les Alpes, puis dans les Pyrénées, les Dolomites. Comment expliquez-vous, voilà, qu'est-ce qui a d'ailleurs motivé la création de la Haute Route à cette époque-là, et comment expliquez-vous le succès de ces différents itinéraires de montagne? Alors aujourd'hui, effectivement, on a commencé par les Alpes à l'époque en 2011, puis c'est un projet qu'on a décliné très rapidement sur les Pyrénées, les Dolomites, puis aujourd'hui on a 8 événements dans le monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, on est allé en Chine, au Moyen-Orient, donc on a externalisé un petit peu l'événement.
Les raisons du succès, je pense qu'elles sont multiples aujourd'hui. On parlait du boom du vélo il y a une dizaine d'années. Quand on a commencé, on accédait vraiment à une pratique de plus en plus intense par une population de mammals. Alors c'est un terme anglais qui a été vulgarisé pour l'utilisation du vélo. C'est ces hommes entre 40 et 50 ans qui ont trouvé une nouvelle passion à l'arrivée de la quarantaine et qui sont lancés dans le vélo. Donc, on a catégorisé un petit peu la pratique pendant les premières années de ce boom. Mais je pense qu'aujourd'hui, la participation est encore plus large. Donc, on peut parler également de féminisation du vélo. On voit un public rajeuni également. Et puis, d'un point de vue international, des marchés qui s'ouvrent actuellement au vélo. Par exemple, l'Amérique du Sud, qui est un des plus gros marchés porteurs aujourd'hui sur la scène du vélo de compétition et également de participation amateur. Et quelle est la part des étrangers, on va dire non suisses et non français sur les itinéraires comme la haute route ou sur les côtes ou en Italie? Le cas de la haute route, il est certainement un petit peu particulier par rapport à des épreuves de cyclosportifs qu'on peut connaître qui sont plus de masse en France. Nous, on est clairement des événements qui sont très internationaux. Sur la haute route des Alpes, pour prendre cet exemple, on a entre 40 et 50 nationalités représentées sur une épreuve. Donc bien évidemment, un panel de langues parlées qui rend le peloton assez intéressant. Le pourcentage des Français et des Suisses, il est en croissance, mais on est quand même à hauteur de 10% de participation, pas plus. Mais on commence à voir ces participations augmenter. Est-ce que la pratique, vous parliez d'un boom il y a 10 ans, donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui la pratique continue à se développer ou est-ce qu'on arrive à un plateau? Alors, la pratique du vélo avec un grand V, bien évidemment, elle est encore en plein essor. Après, donc, on va parler électrique, on va parler gravel, on va parler mountain bike, c'est ce que j'appelle le vélo avec un grand V. On est sur des croissances qui sont à 2 chiffres. La pratique du vélo de route, on commence à arriver à un marché qui est certainement mature sur l'Europe traditionnelle, mais qui est en constant mouvement puisque l'évolution des vélos, enfin, je pense que Paul va pouvoir nous en dire certainement plus, mais l'évolution technologique qui va derrière le vélo, sa pratique, des éléments même technologiques comme la plateforme Zwift, que certainement tous d'entre vous connaissez, fait qu'il y a une reconversion constante de l'utilisation du vélo et qui en fait qu'elle est si forte, si intéressante et qui s'essouffle jamais. Paul, est-ce que justement vous confirmez et au regard des ventes chez Specialized? Alors oui, c'est vrai que depuis, si on prend le cas de cette année, on a quand même une pratique du vélo en général qui a connu un fort intérêt des confinements. Après, je pense que la pratique bénéficie aussi de cette mouvance où les gens ont envie de sortir. On a toujours su que le vélo avait une cote de popularité assez haute avec des événements comme le Tour de France qui intéresse énormément de monde sur une courte durée, mais même des gens qui font pas énormément de vélo. Oui, aujourd'hui, on a un sport qui continue à intéresser et de plus en plus de monde sur un éventail beaucoup plus large. Et vous avez observé une montée en gamme. On parlait là d'une clientèle plutôt de CSP++. Est-ce que la marque aussi a un positionnement très haut de gamme sur certains produits. Est-ce que vous l'observez dans les ventes? Oui. C'est un peu le plus bluffant, c'est qu'aujourd'hui, si on prend à titre d'exemple, quand on lance des produits, souvent les premiers produits sold out, c'est-à-dire vraiment où on atteint des stocks les plus bas, c'est les produits les plus haut de gamme. Pourquoi? Parce que on constate que
le vélo est un produit qui intéresse les gens avec une catégorie sociale relativement élevée. Quand ils peuvent mettre de l'argent, ça les intéresse et ils sont prêts à changer de vélo régulièrement. Donc, on peut penser que lorsqu'on a fait un investissement conséquent, les gens vont garder leur vélo sur une longue durée, mais en fait, on se rend compte d'année en année que les gens, dès qu'il y a une nouveauté, ou quand ils ont la possibilité de le faire, changent régulièrement de vélo. Ouais. Et Vincent, est-ce que également, alors le magasin est historiquement très orienté VTT, évidemment, mais est-ce que vous observez également une évolution sur les vélos de route, voilà, en termes de volume ou de prix moyen? Oui, le vélo de route, c'est un cas, un cas particulier parce que c'est vrai qu'on est technologiquement, on était arrivé à une maturité du produit dans sa conception. On parlait du système de freinage, on va vraiment y toucher dans le détail, hein, freinage patin, et les marques comme Specialized et comme toutes les marques sont arrivées avec un nouveau système de freinage, c'est le freinage à disque sur le vélo de route et qui révolutionne complètement le marché. Alors après, c'est un grand débat, hein. Patin, disque, là, sur le pratiquant, Julie qui rit, parce que c'est vrai que dans le peloton, c'est un très grand débat, dans nos consommateurs au quotidien aussi. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, ça révolutionne le marché proprement dit en termes de commercialisation, puisqu'on va aller sur du renouvellement de produits, qu'il n'y avait pas forcément une justification ces dernières années sur le vélo de route. Donc, mais c'est vrai qu'en termes de pratique, c'est un peu de distribution, même de stratégie de marque, je pense pour Paul, c'est un peu un casse-tête. C'est arrivé du disque. On l'a connu, alors pour les puristes sur le VTT, il y a un peu plus de 20 ans, où il y avait pour le coup un réel intérêt pour avoir couru à titre perso sur les premiers patins et sur les premiers disques. Alors même si c'était un peu l'anarchie, il y avait un vrai intérêt technique. Là, sur le route, c'est discutable, mais commercialement, par contre, c'est une belle nouvelle bulle à exploiter sur le vélo de route. Alors, on ne va pas rester trop dans la technique, même si on peut imaginer que, puisqu'on parle de montagne, que la descente des grands cols est peut-être plus sécurisée avec des disques, des patins, je ne sais pas. Mais voilà. Mais en tout cas, Francis, on va prendre un peu le volet tourisme. Effectivement, il y a de belles destinations vélo. On peut penser à, bien sûr, sur l'Isère. Comment est-ce que vous ressentez un impact de cette clientèle? On a vu en partie plutôt aisée, pas que évidemment, mais est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui, notamment sur des destinations comme l'Alpe d'Huez ou autres, qui est peut-être plus connue dans le monde par le vélo que par le ski, est-ce qu'on peut observer quelques retombées économiques? Il faut activer le micro, Francis. Francis, je ne vous entends pas. Ah. Et non, toujours pas. Pourtant, les essais ont été réalisés hier, je crois. Mais non, Francis, il faut activer le micro en bas à gauche. Donc, je sais que vous êtes un habitué des webinaires. Bien. Pendant que... OK. Alors, ça ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas si vous avez le retour. Bien. Donc, en attendant les retombées touristiques, Francis, vous prenez la parole dès que vous avez l'antenne. Voilà. Donc, effectivement, Julie, vous avez parlé d'une féminisation. Alors, je tiens à rajouter, vous le voyez derrière moi, que vous organisez aussi un événement féminin. Et donc, c'est un sujet que nous suivons de très près. Julie, la féminisation de la pratique, où en est-on? Est-ce que c'est encore timide? Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une évolution, une augmentation des concurrentes sur vos épreuves? Et dans quel pays peut-être aussi? Alors, je pense que c'est encore un peu timide, oui, clairement. Nous, aujourd'hui, on est sur une proportion de 10% à peu près de participation sur la haute route. D'autres disciplines, d'autres événements ont des pratiques féminines qui sont certainement un petit peu plus importantes. La difficulté certainement de la haute route
n'aide pas forcément la pratique féminine. On voit quand même des gros changements dans certains marchés. Les États-Unis sont assez forts en pratique féminine. C'est un sport qui a été très démocratisé au sein des femmes. L'Amérique du Sud également, le Brésil a une participation féminine très très forte. Donc on voit dans tous les cas que c'est quelque chose qui évolue. Hein. C'est quelque chose qui nous anime beaucoup en tant qu'organisateur aussi, pour essayer d'aller travailler pour avoir plus de participation féminine. Il y a des attentes qui sont un petit peu différentes, il y a une approche qu'il faut trouver en tant qu'organisateur. Je pense personnellement que la démocratisation du gravel, qu'on va peut-être également aborder aujourd'hui, est un gros potentiel pour la participation féminine. C'est peut-être un petit peu moins intimidant le gravel que le route. Donc, je pense qu'il y a un vrai potentiel sur Si vous m'entendez là. Voilà, Francis, on vous a retrouvé. Je vous laisse la parole. Alors, on va revenir effectivement sur le gravel. Je pense qu'à la fois Vincent et Paul vont avoir des choses à dire sur le sujet. Donc, Francis, je voulais revenir effectivement sur cette question. Est-ce qu'on ressent un impact au niveau touristique Oui. Oui, vous me recevez. Merci, je suis désolé. C'est bon, bien évidemment, oui, on a sur l'Isère, on a vraiment une terre très, très impactée par cette filière vélo. Hein. On a des territoires vraiment emblématiques autour du vélo de montagne avec beaucoup de pratiquants et des événements qui sont assez récurrents. L'événementiel est très présent. Donc, il y a bien évidemment la montée de l'Alpe d'Huez ou l'Alpe d'Huez, c'est 5 à 6 000 participants qui viennent pratiquer le vélo, hein, le vélo classique, hein, pas forcément que du vélo assistance électrique. Donc, bien évidemment, oui, il y a un impact auprès un facteur touristique très, très fort. Les hôteliers, bien évidemment, ont misé sur cette filière, par exemple, à l'Alpe d'Huez. Et donc, on peut estimer aujourd'hui de l'ordre de 10 à 15% de retombées liées à cette filière vélo par rapport aux différents pratiquants. Et puis, on peut aussi évaluer un coût journée, c'est-à-dire une dépense journalière qui est relativement importante pour ces pratiquants. Donc, à la fois, comme ça a été indiqué, il y a une clientèle à la fois haut de gamme qui vient souvent avec son propre matériel. Et puis, on a également une clientèle familiale. Souvent aussi, cet été, ils ont emmené leur outil, leur vélo. Mais ça génère quand même un impact sur la restauration et sur l'hébergement sur les différents territoires. Globalement, sur l'Isère, l'Oisans est vraiment un territoire très, très marqué autour de cette filière du vélo, de montagne, de ces pratiques. Hein. C'est en moyenne 1000 vélos par jour entre le mois de juin et le mois d'octobre. Donc, tous les jours, très difficile de monter en voiture parce que les vélos occupent beaucoup de place. Et bien évidemment, tous ces pratiquants consomment à la fois dans les restaurants, sont présents sur de l'hébergement. Donc, ça a un vrai impact sur le plan touristique. Au-delà de l'Oisans, on a d'autres territoires, hein, le Vercors, sur des stations un peu de moyenne altitude, où des événementiels sont présents également, tels que le Vélo Vert Festival. Et tout ça, ça vient impacter une économie sur, par exemple, le Vélo Vert Festival, c'est une vingtaine d'hôtels qui sont régulièrement sur cette période utilisés avec des taux d'occupation qui sont relativement importants. Donc, ça a un vrai impact touristique. Et peut-être que sur le futur, ce qu'on peut noter, c'est qu'au-delà de ces événements qui sont plutôt situés sur le printemps ou l'été, on commence à ressentir la présence de vélos ou de vélos assistance électrique ou de fat bike sur l'hiver. Il y a des nouvelles formes de mobilité autour du vélo qui sont présents quasiment à l'année sur ces territoires. Donc, ça a un impact vraiment marqué. Et le rôle de la place de l'itinérance? Alors, l'itinérance aujourd'hui, on peut effectivement citer les grands axes, les principaux sur la grande traversée des Alpes, par exemple. De plus en plus sur l'été, on a un certain nombre de pratiquants qui sont présents.
Plus récemment, les micro-aventures, hein, où on part sur des périodes très courtes, sur des week-ends, où là, l'itinérance fonctionne plutôt bien. Il reste encore à structurer et à organiser un peu tous les services, toute l'offre sur certains territoires. Mais tout ce travail est en train d'être mené. Et par exemple, sur le territoire isérois, mais c'est probablement le cas sur d'autres territoires de montagne aussi, vous avez une forte mobilisation de la part des institutions, de la part des collectivités. Le département de l'Isère, un conseil départemental, a investi tous les ans de l'ordre de 2,5 millions d'euros sur les aménagements des pistes cyclables et des voies vertes pour permettre aux cyclistes d'être présents, hein. Il y a une ambition affichée par le département et on travaille en lien, la Chambre de commerce travaille en lien avec l'ensemble des collectivités pour essayer de fédérer et d'organiser un peu cette filière qui monte en puissance, hein. Nous, on sent qu'il y a une vraie économie autour du vélo, autour du vélo de montagne, autour du vélo à assistance électrique, qui quelque part drive l'ensemble de cette filière et qui donne envie aujourd'hui. De la même manière sur la métropole, hein, Grenoble-Alpes Métropole investit beaucoup également sur ces questions de mobilité et de vélo. On est une paire de vélos. Et nous, on a à peu près identifié entre 150 et 200 entreprises aujourd'hui qui travaillent sur cette filière rien que sur le territoire isérois. Donc, il y a une vraie économie qui se construit finalement, qu'il faut aider, hein. Il y a un certain nombre d'entreprises, de PME, de TPE, autour d'innovation. On sent que les territoires sont engagés avec les collectivités. Et notre rôle, c'est d'accélérer un peu le mouvement, de fédérer, d'organiser. Alors, ça fonctionne plutôt bien à l'échelle du territoire isérois. Et peut-être l'enjeu demain, ce que je peux partager avec vous, ou peut-être des personnes qui nous écoutent, c'est de fédérer, de structurer peut-être cette filière à l'échelle de l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a un vrai potentiel avec d'autres territoires comme la Haute-Savoie ou d'autres régions comme la Savoie, créer du lien entre les territoires et structurer davantage les filières. Lyon vient de lancer un cluster sur les mobilités douces. On peut contribuer à travailler, à échanger autour de cette filière. On anime, nous, à l'échelle de l'Isère, un club d'une trentaine d'experts, toutes filières confondues autour du vélo. On échange régulièrement, tous les mois, on discute ensemble pour essayer de voir où sont les priorités et comment on peut accompagner le développement de ce secteur qui a une place sur le plan touristique, mais aussi qui a une place demain sur les mobilités de tous les jours, hein, déplacement, travail, lieu de domicile. On utilise du vélo. On utilise du vélo également sur des déplacements professionnels. Donc, il y a des nouveaux enjeux qui sont en train d'être construits dans cette filière qui demande qu'à être structurée. Très bien, c'est assez clair. Paul, je voulais pour le coup, là, on peut raccrocher avec le gravel qu'on a commencé un petit peu à aborder tout à l'heure. Juste, je voulais rappeler sous votre contrôle en préambule quand même 2 chiffres là, sur le marché du vélo en 2019 qui a été brutalement interrompu, mais on pourra peut-être en parler après avec Vincent s'il y a eu une relance ou pas. Mais donc l'année dernière, on a noté un marché qui était assez stable, voire en recul de 2%, pour un chiffre de 2,6 millions de vélos vendus. Donc, une très légère érosion et en revanche, paradoxalement peut-être, une très forte augmentation de 10% en valeur pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros. Donc, croissance de 10%. Est-ce que effectivement, c'est quelque chose que vous ressentez chez vous déjà ? Oui. Alors, le gravel, ça fait quand même quelques années que cette pratique arrive petit à petit, un peu à pas de velours pour la France. Pour rappel, on a quand même une pratique qui s'est énormément développée aux États-Unis parce qu'ils disposent d'infrastructures de chemins que nous, on va pas vraiment avoir en France ou qui sont méconnus de la part des pratiquants. Ces grandes routes gravillonnées où ils ont la possibilité vraiment de partir et de s'évader. Nous, tout de suite, quand on pense vélo, on pense soit route, soit VTT.
soit quelque chose de très lisse, soit quelque chose de très engagé. Donc du coup, avoir un vélo de route avec des gros pneus pour faire quelque chose entre les deux, les gens avaient un peu de mal à se cibler et à se retrouver. Après, on s'est rendu compte que le gravel, avec un grand G, ça englobe beaucoup de pratiquants et ça intéresse beaucoup de monde sans vraiment savoir qui exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, alors pour ma part, moi je m'occupe aussi de la presse, donc c'est un constat que je fais par rapport aux différents médias avec qui je travaille, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut parler gravel, est-ce que je vais m'orienter sur de la presse VTT ou sur de la presse route? On va dire que chacun se renvoie un peu la balle en se disant, bah moi le VTT, ça va pas vraiment m'intéresser parce que un Saint-Oron, c'est vraiment pas ma clientèle. Et la presse route disent bah moi mettre les pneus la gadoue ou même dans les graviers, c'est pas vraiment mon terrain de jeu. Bon, c'est vrai qu'on a un peu de cyclocross, mais peu pendant une certaine période de l'année. Donc voilà. Or, en face de ça, on a une clientèle qui est extrêmement large. On va intéresser des VTTistes qui veulent plus trop investir dans des vélos et veulent plus faire de la longue distance, des marathoniens par exemple, qui sont vraiment intéressés par cette pratique-là, le gravel. On va avoir des gens qui font de la route et qui veulent un peu sortir de entre guillemets, la dangerosité que peut représenter la pratique sur route avec les autres pratiquants et les utilisateurs de la route, donc les automobilistes, les camping-cars l'été, voilà, qui veulent aussi découvrir d'autres types de sentiers. Et on a une population qui est intéressée par le vélo pour son côté pratique au tous les jours, c'est-à-dire tout ce qui est le commuting. Les gens qui vont au travail ou qui font énormément de déplacements à vélo, en fait, le gravel va allier le confort de pneus relativement larges, le côté épuré d'un vélo de route, la simplicité d'entretien, parce qu'on va pas avoir tout ce système de suspension ou de vélos un peu complexes. C'est des vélos qui sont pratiques, qui sont équipables en porte-bagages pour certains, garde-boue, voilà. Donc, on a vraiment une pratique qui va englober énormément d'utilisateurs. Le vélo de voyage est un gravel aujourd'hui? On a, alors, c'est vrai, sauf sur des marchés de niche, vraiment, où des gens vont avoir des attentes vraiment spécifiques. Ils vont vouloir des vélos en acier, avec des capacités de pneumatiques très, très larges. Enfin, voilà, on a vraiment un marché de niche sur certaines pratiques. On parlait de bikepacking. C'est vrai qu'au vu de beaucoup de gens, c'est assez facile de mettre des sacoches sur un vélo, mais sur des gens qui vont, entre guillemets, si on parle de la French Divide où on va traverser la France depuis le nord jusqu'au sud, je crois. Il y a quand même des épreuves qui sont relativement extrêmes où là on va vraiment chercher des attentes spécifiques où des petites marques vont pouvoir y répondre. Mais si on parle de quelque chose avec un peu plus de volume, voilà, c'est assez simple de mettre des sacoches sur son vélo et de faire le tour de la Bretagne. Donc c'est une pratique qui effectivement est arrivée petit à petit, a de suite trouvé son public. A du mal à se faire connaître parce qu'à travers les médias, on en parle difficilement ou de manière anecdotique. Mais un phénomène de mode. Est-ce que le phénomène de mode n'est pas plus important que la réalité du marché? je pense qu'on a passé le phénomène de mode parce que voilà, c'est vrai que nous, Francis parlait tout à l'heure des fat bikes. On va plus parler d'un phénomène de mode avec les fat bikes parce que nous, on se rend compte que c'est une gamme qui a très fortement augmenté très rapidement et qui est très vite redescendue. Aujourd'hui, sur le gravel, on a une gamme qui est extrêmement large, qui est là depuis quelques années chez nous en tout cas. C'est une gamme dans laquelle on investit encore. On a lancé un vélo début d'année, juste avant le confinement. C'est une gamme qui va aller de cadre alu à cadre carbone. Donc, on a vraiment quelque chose où on a un public qui est large. On a la possibilité d'y répondre. On a le désir d'y répondre. On y répond aussi de manière marketing parce qu'on a une communication aussi qui est poussée. On a certaines activations avec des magazines comme Cyclist qui sont très tournés aventure, découverte des paysages et des régions. Donc voilà, on a vraiment un investissement sur cette pratique-là parce que comme je le disais tout à l'heure, elle est arrivée tranquillement, mais elle est là. Les ventes sont là. On a un public, on a une attente. Elle plaît. Donc, toutes les raisons sont là pour pouvoir pousser le gravel. Alors, est-ce que le gravel vous inspirerait de nouvelles épreuves, par exemple? Et pouvez-vous revenir en quoi, effectivement, c'est un produit
qui pourrait effectivement plus convenir à un public féminin? Je ne sais pas qui. Je vais commencer à en parler tout à l'heure, mais bon, aussi. Oui, alors nous, le Gravol, c'est bien évidemment une discipline ou en tout cas une évolution qu'on suit de très près. On y voit la pratique par rapport à nos propres coureurs aujourd'hui et le développement, l'intérêt qui est généré par cette pratique. Donc, c'est quelque chose qu'on suit de près et qu'on a envie d'aller explorer un petit peu plus. Il y a un terrain de jeu qui est fantastique. Effectivement, on ne reproduira pas le terrain de jeu américain. Je pense qu'il faut qu'on soit clair et à l'aise avec cette idée. Par contre, en Europe, on a des destinations qui sont sublimes. On a peut-être même encore plus le choix dans les destinations par rapport à notre positionnement sur le vélo de route, puisque nous, notre positionnement avec la haute route, il est très orienté sur les cols mythiques, les parcours qui ont fait rêver nos coureurs pendant le Tour de France, etc. Donc, on est un petit peu plus limité. Par contre, avec le gravel, on a un terrain de jeu qui est immense en Europe. Il y a des destinations comme la Suisse, l'Autriche, la France qui sont fantastiques. Il y a vraiment des pépites à aller découvrir. Donc nous, c'est quelque chose, on aimerait bien les découvrir, ces pépites. Ouais. Et encore un petit point sur la route avant d'aborder le tout-terrain. C'est le vélo électrique de route, le e-road. Je ne sais pas quelle est la définition chez Specialized, Paul, mais voilà, comment aujourd'hui c'est un marché assez balbutiant, bien qu'on soit passé entre 2018 et 2019 de 4000 à 8000 unités pour l'Hexagone. Donc on voit que c'est effectivement sur 380 ou sur 390 quasiment VAE, c'est encore tout petit. Quel est le potentiel après avoir gommé certains freins peut-être culturels de la population cycliste par rapport au moteur électrique, puisqu'on parle de la montagne, quel est le réel potentiel en montagne du vélo de route assistance électrique? Le potentiel, il est énorme. Il est énorme. On espère avoir les mêmes évolutions qu'on a sur le VTT électrique. Hein, quand on voit le marché aujourd'hui, si on recule de 5 ou 6 ans, je ne pense pas que beaucoup de personnes voyaient une telle évolution et une telle croissance sur une durée aussi longue. Ce qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on est encore en plein essor. Pour la route, alors il y a effectivement cette barrière entre guillemets culturelle qui est liée à la performance, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le clivage entre quelqu'un qui roule sur un vélo électrique et quelqu'un qui roule sur un VTT classique, un vélo classique, c'est cette forme d'assistance qui peut entre guillemets en frustrer certains, en énerver d'autres. On l'a vu, on le voit sur le VTT, c'est qu'aujourd'hui, on a encore pas mal de débats sur cette pratique. Maintenant, l'avantage qu'on a avec le VTT, c'est qu'il y a moins cet esprit compétitif. Compétition, on est plus sur quelque chose on a beaucoup plus de pratiquants plus passionnés que compétiteurs, chose qu'on a un petit peu moins sur la route. Donc, cet esprit un peu compétition et que la performance est liée à une performance physique et pas à une assistance mécanique, fait que ça renforce ce clivage. On a aussi un autre, entre guillemets, obstacle. Enfin, un obstacle. Pour nous, non, mais pour les pratiquants, oui. Enfin, pour certains pratiquants, c'est la réglementation au point de vue de la vitesse limitée, qui fait que aujourd'hui, un vélo électrique, VTT ou vélo de route, est limité légalement à 25 km/h. Au-delà de ça, on sort de la catégorie d'un cycle. On a certains vélos chez nous, on a un vélo chez nous qui est catégorisé dans le speed bike, c'est-à-dire que c'est un vélo qui va aller jusqu'à 45 km/h et du coup on entre dans une autre réglementation qui impose d'avoir le casque, le rétroviseur, exactement.
Donc, le marché du vélo de route, pour quelqu'un qui a l'habitude, enfin du vélo de route électrique, pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une bonne condition physique et de rouler en peloton, on va facilement atteindre les 30 km/h. Et aujourd'hui, avec un vélo électrique qui va être jusqu'à 25 km/h, on va quand même perdre une partie de la population qui peut être possiblement intéressée. Donc, on va s'orienter vers des gens qui sont intéressés pour des gens qui habitent autour de régions vallonnées, qui vont vouloir avoir une assistance pour pouvoir suivre le peloton. Donc, voilà, on a quand même un public qui est plus restreint par rapport au VTT. Mais le marché aujourd'hui est grandissant. On le voit aujourd'hui, on a une gamme chez nous qui se développe, qui est toujours là, qui est très intéressante au point de vue de ce qu'elle propose. On n'a pas le même investissement par rapport à ce qu'on a sur le VTT. Maintenant, le développement des vélos de route et des VTT est fait au même endroit, en Suisse, à Cam. On a un bureau d'ingénierie qui est basé là-bas. Donc, on espère avoir vraiment un développement. On voit que d'autres marques se lancent, d'autres marques le font. Maintenant, ça va, c'est parti. Oui, oui, oui. Vincent, parlons un petit peu de VTT, parce que le temps tourne. Déjà, parlez-nous de la MB Race, qui est également un événement qui a une dizaine d'années, voilà, qui est un événement phare dans le monde de l'épreuve réputée même la plus difficile, hein, de VTT. Pouvez-vous brièvement nous en parler, et aussi, puisqu'on a parlé un peu d'électrique, nous dire comment s'est passée l'ouverture récente de certaines épreuves ou randonnées à l'ouverture au VTT. Alors, avant d'attaquer le sujet MB, je reviendrai juste sur les deux sujets précédents pour faire un mix, puisque là c'est la casquette revendeur. On a vu une demande grandissante du croisement des deux, c'est-à-dire du gravel électrique. Tout simplement parce que on sort de toutes les catégories, on gomme l'aspect entre guillemets routard compétition. Par contre, on veut quand même un vélo qui ait du rendement, on veut une assistance pour pouvoir faire l'école. Et dans nos marques qu'on commercialise, les peu de modèles qu'on a pu trouver ont eu un succès grandissant. Et on s'aperçoit que nous, dans les Alpes, enfin nous en tout cas Haute-Savoie, on a un public pour ça et on répond à une demande. Et c'est vrai que je trouve que le croisement des deux est un très bon produit. Voilà, c'était juste pour rebondir sur les deux. C'est une bonne précision, effectivement. Les deux précédents sujets. Et bien, la MB Race, genre, je me souviens plus comment vous m'avez amené la main. Donc, oui, sur cet événement, je disais qu'il était quand même l'événement de référence et l'épreuve réputée, enfin, même s'il y a un panel maintenant de courses, l'épreuve VTT la plus difficile. Oui, voilà. La retour sur l'événement cette année, malheureusement, comme la haute route, on va pas avoir un gros retour pour pour cette édition 2020, puisqu'on a dû tout simplement l'annuler. Hein. On est sur le travail de l'année prochaine avec, je pense, comme Julie, comme tout autre organisateur, l'incertitude, le flou, travailler. C'est vrai qu'avec une équipe dans ces conditions-là, ça s'est jamais connu, c'est pas simple, mais on y va, on y croit avec tous les scénarios possibles, hein, d'une annulation comme cette année à une production complète de l'événement avec différents paliers. Pour l'aspect électrique, parce que je crois que c'est ça, Emmanuel, que vous m'avez demandé, hein, l'attrait. C'est vrai que nous, historiquement, la MB Race, oui, c'est le créneau du sportif, de l'ultra sportif. C'était notre positionnement dès le départ, hein, créer une course de VTT la plus dure au monde en une journée, parce qu'il existe des courses très dures à étapes sur plusieurs jours. Nous, c'est du matin au soir, avec du dénivelé, du col et 98% du temps sur le vélo. L'arrivée de l'électrique, c'est une question qu'on s'est posée depuis premier en 2013, je crois, où j'avais à titre perso, j'avais équipé un copain, on avait été premiers, alors désolé, je vais citer une marque, les premiers Matra électriques, alors on était à l'aspect rudimentaire, hein, avec 5 batteries, il a réussi à boucler les 140 km et les 8000 de positifs. C'était vraiment un test. Et là, on a senti qu'il y allait avoir
avec l'évolution aussi technique du matériel, un créneau à prendre dans les années à venir. En revanche, aujourd'hui, c'est l'aspect réglementation qui est un peu compliqué dans l'électrique de compétition, puisque déjà, on a deux fédérations qui se battent, le cyclisme et la moto, pour avoir les droits d'organisation. Est-ce qu'on fait partie des motos? Est-ce qu'on fait partie du cyclisme? Donc, deux championnats, deux circuits, et puis l'aspect réglementation entre les différentes motorisations. Donc, on l'a vu sur les différents championnats, sur le Vélo Vert Festival. Enfin, il n'y a pas un énorme engouement aujourd'hui sur l'électrique à dossard chronométré. On croit par contre sur l'électrique en termes de découverte en tant que rando organisé. Ça, oui, aujourd'hui, le potentiel il est énorme. C'est pas encore un créneau. On commence à le prendre puisqu'on a une e-rando qu'on va labelliser e-rando gastronomique avec la découverte du terroir. Et on croit vraiment le potentiel sur ce segment-là. C'est-à-dire, je prends mon vélo électrique, je vais découvrir un territoire, mais je vais découvrir un territoire, je vais faire le sentier, mais je ne vais pas découvrir que ça. Je peux découvrir sa gastronomie, je vais découvrir sa musique, on va avoir le corps des Alpes sur un point haut, on va avoir l'accordéon, Régis son accordéon sur un autre point, l'idiot à la Gaeta, la fondue au Cési. Et je pense que tous les territoires de montagne aujourd'hui commencent à converger et surtout avec l'été qu'on a eu, l'engouement du VTT électrique en montagne, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire cet été, mais en termes de découverte. Francis, vous confirmez l'évolution du VTT en station, le micro, Francis. Le micro est coupé. Alors, en attendant Francis. Non, décidément, le micro est toujours coupé. Voilà. Désolé. Donc, oui, je disais, il y a un engouement autour de ces routes. Voilà, ces routes du fromage ou tout simplement la découverte du patrimoine en utilisant les circuits électriques ou tout simplement se promener dans la nature. Donc, c'est très présent. Il y a une forte évolution dans de nombreuses stations. Et puis, on a quelques sites, par exemple, comme les Deux Alpes, qui ont des épreuves de descente de VTT, la Mountainelle, avec plein d'acteurs internationaux. Aujourd'hui, les Deux Alpes travaillent sur un circuit un peu nouveau, sur une montée pour aller sur le glacier. Donc, c'est l'Office du tourisme, Eric Boucher, qui travaille beaucoup sur ce projet et sur des parcours chronométrés. Et bien évidemment, le vélo électrique font partie pour rendre accessible une montée à la fois chronométrée, ludique, de découverte. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'innovation dans l'art et la manière de pratiquer le vélo électrique. Et peut-être pour conclure sur ce territoire de Loisan, on devait avoir un forum de l'innovation là, qui a été reporté pour cause de Covid. Et il sera organisé probablement au mois d'avril, où l'idée, c'est aussi de montrer comment ces nouveautés, ces nouvelles pratiques peuvent émerger à travers des micro-aventures, de la micro-randonnée, ces sorties un peu nouvelles formes. Et c'est fortement porté par le vélo assistance électrique. Voilà, nous, on a des prédictions là, tous les ans de Deloitte, qui est un cabinet sur plein de sujets, sur les nouvelles technologies. Ils ont parlé cette année d'une prédiction. Alors, ça fera peut-être sourire les fabricants et les constructeurs, mais ils ont affiché 130 millions de vélos assistance électrique qui seront vendus entre 2020 et 2023. Voilà. Donc, Deloitte, ils affichent des chiffres. Hein, c'est une projection, mais bon, ça montre quand même une tendance. Ça veut dire que demain, il y aura plus de vélos assistance électrique que de voitures. Voilà. Donc, on est dans quelque chose qui est en train de changer. Voilà. Après, il faut suivre plus simplement et localement comment ce marché évolue en Europe et l'incidence que ça peut avoir sur nos pratiques dans nos territoires de montagne. Mais l'électrique est aussi très présent sur les mobilités, déplacements en entreprise. Je reviens souvent sur cette thématique parce
au-delà du tourisme, on a aussi des collectivités, des entreprises qui peuvent acheter des flottes de vélos. Et c'est le cas actuellement, qui vient de rajouter tout un stock de vélos électriques à côté de trottinettes ou d'autres engins de ce type-là. Mais oui, il y a une forte poussée de cette filière. Pour rester dans la montagne, Vincent, est-ce que le VTT-AE faut accélérer, là, le temps tourne malheureusement, on ne pourra pas aborder tous les sujets, mais est-ce que le VTT-AE peut être considéré comme le nouvel Eldorado aujourd'hui en station? Il y a un fort potentiel, tout le monde est d'accord. Et quel frein voyez-vous, vous qui êtes proche des stations en étant basé à Salanches? Oui, c'est un nouvel Eldorado. Après, le frein, tu sais, il y a une dizaine d'années, quand il y a eu les premiers vélos, je me souviens en réunion en mairie à Megève, j'avais annoncé que le vélo électrique serait la révolution dans 10 ans que ce qu'a connu le ski l'hiver à proportion gardée, parce qu'on a un point bas, un point haut, et on achemine les personnes du point A au point haut avec un nouveau avec un véhicule, avec une nouvelle aide, et en plus une aide sportive adaptée, et que ça allait être une vraie révolution. À l'époque, personne n'y croyait. 10 ans après, maintenant, ils sont bien obligés d'accepter cette révolution, elle est là. À la différence du ski pour les acteurs économiques, alors c'est vrai qu'on a tous un peu d'expérience dans le vélo. À titre personnel, ça fait 20 ans que je suis dans le négoce de vélo, et j'étais dans le négoce du ski avant. C'est pas le VTT électrique, c'est pas la rentabilité d'une paire de skis. Et ça, et le coût du matériel est un vrai frein aujourd'hui dans l'essor des stations d'été, parce que c'est du matériel qui coûte à la base, où il y a du consommable, et c'est vrai que la rentabilité, elle est loin du ski. C'est le frein, enfin, ça n'engage que moi, hein, mais que je vois dans les années à venir sur un énorme essor estival dans les stations. Plus que les problématiques de cohabitation ou de formation qui ont peut être rencontrées jusqu'ici? Alors ça, c'est le deuxième gros problème, hein, c'est la cohabitation entre tous les acteurs estivaux, et notamment, on voit bien dans la vallée de Chamonix, hein, entre les trailers, les piétons et les VTTistes. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que nombreuses stations, nombreuses communes se sont fait déborder par la suraffluence et la non balisation de secteurs VTT électriques, et sont restés plus sur leur secteur VTT traditionnel. En revanche, un pratiquant VTT électrique monte très facilement, mais quand il se retrouve sur des pistes labellisées enduro ou avec des segments vert, rouge, mais pour des pratiquants assidus, on se retrouve dans des situations malheureusement un petit peu complexes. En effet. Et du coup aussi un problème de formation. Et là, peut-être les acteurs de l'MCF qui pourraient nous renseigner, mais effectivement, pour beaucoup de néo-pratiquants qui ne connaissent pas les problématiques de pilotage, mais aussi de comportement, on va dire, avec les autres usagers. Exactement, c'est comme si c'est comme si on mettait des skieurs qui n'avaient jamais skié en haut d'une piste rouge ou noire. Alors, ils montent très facilement, hein, mais après, il faut redescendre. Et c'est les grosses problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, surtout qu'on a du matériel qui aide de plus en plus, hein, et Paul pourra en parler, hein, mais ça reste du vélo, ça reste de l'équilibre, ça reste du franchissement. Et c'est vrai, quand on n'a pas de terrain vraiment balisé, avec des labels précis sur d'accessibilité vélo électrique, là, il y a encore un gros travail à faire, en tout cas, nous, dans notre secteur, sur ce point-là. Alors, nous avons une question, on n'a pas pris beaucoup de questions jusqu'à présent, mais nous avons une question de Christophe Révéré, du cabinet Versant Sud, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde peut la lire? Concentration de la circulation routière en saison entraîne un enjeu sur l'attractivité en aide de saison, avec des ouvertures de cols avancées. Tension entre automobilistes locaux et touristes à vélo. Quelle solution? On revient là sur la route et sur une problématique de cohabitation. La cohabitation des sentiers. Est-ce que quelqu'un a une réponse? Moi, je veux bien répondre sur la partie iséroise, typiquement
Aujourd'hui, il faut aménager au maximum des pistes et des voies cyclables. Il faut investir sur ce volet-là. Voilà, donc le département est très engagé là-dessus sur l'Isère chez nous. Par contre, on a moins de retours de problèmes de cohabitation entre on va dire les randonneurs. On a moins de retours là-dessus. Très peu d'accidents finalement identifiés entre des VTTistes ou des cyclistes et des randonneurs, à ma connaissance. Voilà. Donc, je pense qu'il faut simplement peut-être aménager, structurer, organiser. C'est aussi le rôle des collectivités, des Comcom dans chaque territoire pour sécuriser au maximum et rendre la cohabitation possible. On a une voie verte qui est en train d'être réalisée, qui vient d'être réalisée entre, par exemple, Almont, Auze et le fond de vallée Vénosque. Voilà. Et puis aujourd'hui, on travaille entre la métropole et Loisan pour rendre accessible en vélo ou en vélo électrique cette partie-là. Donc, il y a un engagement à la fois des collectivités, de la métropole et de la Comcom dans les territoires de montagne pour essayer de sécuriser. Oui, on cite le tour du lac d'Annecy, c'est à peu près les mêmes configurations. Il y a un travail globalement à mener pour rendre ça plutôt souple et structuré. Voilà. L'école. Et Florence Vincendet, directrice de Maurienne Tourisme, signale qu'effectivement, le gravel peut être une des solutions. Voilà, étudié en Maurienne. Merci Florence pour cette précision. Voilà, peut-être juste une précision également sur la question de la rentabilité qu'a évoqué Vincent tout à l'heure, que la plupart de nos commerçants nous font remonter. Et depuis un an, nous, on a eu l'occasion de travailler avec des banques qui essaient de comprendre les problématiques d'achat de stock de vélos, de revente de location. Et aujourd'hui, on a identifié 2 ou 3 partenaires banquiers qui apportent des solutions financières à la fois pour faciliter l'achat, la revente, avec des solutions on va dire d'assurance, également de sécurité. Donc, un certain nombre d'acteurs, même nationaux, qui cherchent des solutions pour accompagner à la fois les commerçants et les professionnels de cette filière. Et les moniteurs cyclistes sont bien évidemment associés à ces travaux également. C'est eux qui jouent un rôle vraiment prépondérant on va dire dans la sensibilisation. En Isère en particulier, ils animent des sessions pour les hébergeurs sur les territoires pour faciliter la location et inciter finalement à organiser plus facilement, on va dire, la location ou l'usage du vélo assistance électrique via les socioprofessionnels. Il y a également un rôle pour les offices du tourisme pour que tout ça fonctionne de manière cohérente. On expérimente plein de choses sur notre territoire. C'est peut-être là où c'est intéressant de venir échanger avec nous ou avec le département. On a des sites de test, on implique les collectivités, on essaie de mettre en avant le volet innovation. Et voilà, on reste ouvert pour travailler avec d'autres territoires, comme je le disais au début de la présentation, pour avoir une vision peut-être un peu plus large à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, juste, je vais apporter une petite précision sur les chiffres du marché, en l'occurrence du VAE, donc qui est en augmentation de 12% à 388 000 unités. Et puisqu'on parlait de prix, le prix moyen augmente de près de 10% à 1 749 €. Voilà. Et ça, c'est pour le VAE globalement. Et le VTT, sur cette part, sur ces 388 000 unités, les VTTAE représentent 87 000 unités, mais en très forte croissance de 37%. Voilà quelques chiffres que vous pourrez retrouver dans Outdoor Expert ou sur notre site d'ailleurs. Est-ce que l'un ou l'autre avait quelque chose à ajouter, parce qu'il faut qu'on rende une antenne a priori. Paul, sur les prix des vélos, est-ce qu'on peut imaginer un coup de pouce aux professionnels? Tout se négocie de nos jours. Non, c'est vrai que alors,
les vélos, on abordait le sujet tout à l'heure au début de la conversation, le fait qu'on a quand même une évolution technologique qui a été extrêmement rapide depuis les dernières années. Donc, on a l'arrivée des vélos électriques, la modernisation de certains composants, les transmissions électriques, l'arrivée du carbone. Là, il y en a un peu partout, il y a toutes les sauces. Il y a aussi un constat qu'on a fait là dernièrement avec cette année un peu particulière, qui est cette année 2020, avec ce confinement et déconfinement, c'est qu'on a fait face à une demande très importante au déconfinement. Et on s'est rendu compte que le marché global et l'appareil productif global du cyclisme, des marques de cycle, ne pouvait pas répondre de manière très efficace et pérenne à cette demande. Donc, certaines marques ont dû faire des investissements, accroître leur appareil productif, ouvrir de nouvelles lignes de production. Donc, on a forcément une partie de ces investissements qui sont impactés sur le prix des vélos. C'est jamais une bonne chose. Maintenant, il faut se dire que c'est pour satisfaire au mieux le consommateur, pouvoir répondre au mieux à sa demande, pouvoir répondre au mieux à toutes ces demandes. Frustrer un client, c'est jamais très bon. Ne pas pouvoir lui fournir le vélo qu'il espère ou qu'il regarde sur Internet tous les soirs en disant bon, demain je vais chez mon revendeur et quand il se pointe et il peut pas l'avoir, c'est toujours un peu frustrant pour nous aussi. Donc voilà, il y a des investissements qui sont faits pour l'avenir. Les prix des vélos, on espère que ça va se calmer au global. Mais voilà, c'est aussi une offre-demande qui fait qu'on est là et que ça marche encore. Vincent, là, pour répondre effectivement à la problématique de la demande, là, post-premier confinement, et cette forte demande des gens pour acheter des vélos, comment vous avez géré ça dans votre magasin? Nous, la problématique, ça a été la demande sur la durée, enfin sur la courte durée. C'est-à-dire, nous, on a fait les chiffres qu'on avait prévu de faire pour l'année 2020, ni plus ni moins. Sauf qu'on a dû le faire au lieu de le faire en 5 mois, on a dû le faire en gros en 2 mois. Et c'était voilà, c'était ça la problématique pour cette année. La grosse problématique, ça va être l'année prochaine. Parce que l'inertie de l'industrie, l'inertie mondiale de l'industrie fait qu'aujourd'hui, tout vélo non commandé cet été ne pourra pas être livré l'année prochaine. Il n'y aura pas de réassort, il n'y aura pas, au quotidien, c'est déjà un casse-tête, mais l'année prochaine, et ça va pas que dans le vélo, pas que dans le produit vélo, ça va être dans le produit accessoire, ça va être dans le produit consommable, où l'année prochaine, nous on tape sur des prévisions l'année prochaine qui seront bien inférieures à celles de cette année. Voilà, on sait, on pourra pas répondre à la demande. Il y aura une année la transition avec un retour à la normale, on espère, en 2022. Après, je pense que Paul n'ira pas me contredire, mais à mon avis, sur l'année 2021 va être très compliqué. Et pour tous nos collègues loueurs aussi, parce que c'est vrai que nous, on a un magasin de plaine, on a la chance de faire nos achats relativement tôt, nous on les fait début juin, voilà, avec des précommandes pour N+1. Les loueurs, ils attendent souvent de finir leur saison, mais là, tous les loueurs qui ont dû faire leurs commandes cet automne pour l'année prochaine, les pauvres, ça va être compliqué pour eux. Donc, il va y avoir une année de transition vraiment à aborder avec des pincettes. Alors, Julie, au niveau des événements et des continents, vous devez jongler avec les autorisations, les annulations, etc. Comment ça se passe et quels projets vous avez actuellement? Alors nous, on est quand même assez serein par rapport à l'année 2021 qui se présente. On a la chance d'être des événements qui restent de petite taille. On a des pelotons qui sont en dessous de 500 participants sur nos événements. Donc, on ne pense pas être à risque dans l'organisation de nos événements. Ce qui risque de nous impacter si la situation dure plus longtemps, c'est la possibilité pour nos coureurs de pouvoir se déplacer et donc, du coup, d'être sur la ligne de départ.
je pense que tout le monde me rejoindra là-dessus. Ce qui est difficile en 2020 et qui risque de l'être en 2021, c'est pas d'être sur la ligne d'arrivée des épreuves, c'est d'être sur la ligne de départ. Et c'est vraiment ce qui nous a animés sur cette fin d'année 2020, qui risque d'être encore impactant sur le début d'année 2021. Mais en termes d'organisation de nos événements, on pense pouvoir avoir un retour à la normale sans trop de problèmes. Et pour regarder un peu plus loin et voilà, dans le futur et laisser derrière nous toute cette période sinistre, est-ce que vous avez des projets d'ouverture d'événements sur de nouveaux continents ou dans de nouveaux massifs? On a de chouettes projets de développement, notamment avec la haute route où on a des nouvelles destinations de vélo qui s'ouvrent et qui sont super intéressantes pour nous. On parle beaucoup de Japon, de Colombie, d'Australie en potentiels nouveaux événements. Donc, c'est des destinations qui sont chouettes, qui sont attendues, qui ont un très gros marché d'utilisateurs déjà. Et puis, comme on l'a mentionné il y a quelques minutes, le gravel nous anime beaucoup en ce moment et on regarde de plus près ce qui pourrait être envisageable en 2021 déjà. Très bien. Bien, je pense que voilà, nous allons conclure cette table ronde aujourd'hui, enfin maintenant, pardon, je regardais en même temps le message qui vient d'arriver, donc des familles. Donc, bref, merci à vous tous pour cet échange très enrichissant. Francis, on peut peut-être signaler que vous accueillerez à Grenoble les prochaines assises nationales du VAE le 8 avril, voilà, en présentiel, on peut espérer. Et voilà. Et d'ici là, écoutez, je rappelle notre prochain rendez-vous demain à la même heure, même canal, pour une table ronde, cette fois sur le trail, avec notamment parmi nos invités l'ultra-trailer Xavier Tedlar. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.